Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au quart d'heure nécessaire, votre quart d'heure nécessaire. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Rogeau pour parler de personnes à haut potentiel. Voilà. Nicolas est praticien en régulation émotionnelle. Avant de donner la parole à Nicolas, je vais proposer à Annelise de nous parler de la régulation émotionnelle, de nous montrer comment une personne à haut potentiel peut réguler émotionnellement. Annelise, qu'est-ce qui t'arrive? Là, en fait, je suis stressée, là, je suis pas bien. Mais de toute façon, je suis tout le temps comme ça. Donc, dès que quelqu'un monte un peu le ton, ça me stresse. Dès que quelqu'un me parle un peu mal, ça me stresse. Là, je suis pas bien, j'arrive pas trop bien à m'exprimer. Mais bon, c'est moi, quoi. Voilà. Donc, bon, je vais fermer les yeux. Là, je suis vraiment pas bien, ça sert vraiment fort. De toute façon, j'y arriverai pas parce que mon cerveau il turbine dans tous les sens. Je suis en train de penser à tout ce que j'ai déjà fait. Et là, de toute façon, ça m'empêche de respirer. Mais là, non, j'y arrive pas. Là, c'est trop, là, j'y arrive pas. Bon, je vous écoute. Ok, Annelise. Tant pis. Donc, Nicolas, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui se passe? À ton avis, qu'est-ce qui se passe pour Annelise? Alors effectivement, bonjour déjà. Et si Annelise est diagnostiquée comme haut potentiel ou hypersensible, ce qui lui arrive n'est pas complètement surprenant. Euh, pour faire Du une... coup, Oui. oui, qu'est-ce qui caractérise une personne à haut potentiel? Alors il y a ce que tout le monde sait communément, à savoir une intelligence un petit peu plus disons, différentes, hein, non pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Hein. Donc, c'est une intelligence différente, une forte mémoire, beaucoup d'intuitivité, mais ça, c'est pour les parties cognitives. Par contre, il y a toute la partie socio-affective ou comportementale qui, là, va venir poser problème dans le cadre de la régulation. Hein. Ça va être cette hypersensibilité affective, hypersensibilité émotionnelle, hein, avec une grande exacerbation des sens. Donc, ce qui fait que tout ça mis ensemble est assez compliqué. Si on rajoute un mental qui est très actif, hein, où ça part un petit peu dans tous les sens et qui n'arrête jamais, hein, ça complique beaucoup. Ça peut être très très perturbant effectivement. Et justement, là, si je comprends bien, dans ce genre de personnalité, en fait, il y a un besoin de contrôle permanent avec une présence du mental exacerbée. Et l'hypersensibilité fait qu'au niveau des émotions, ça doit aussi partir dans tous les sens. Donc, spontanément, on se dit que la régulation émotionnelle pourrait être quelque chose d'hyper bénéfique pour ce genre de personnes. Mais justement, avec ce besoin de contrôle et ce mental hyper présent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils puissent justement bénéficier ou en tout cas tirer les bénéfices de la régulation? Bah, c'est tout à fait bien résumé, c'est exactement ça. Donc, c'est plusieurs facteurs qui font que ça devient difficile à gérer entre les sensations, les émotions, ce besoin effectivement de contrôle, avec une peur de l'échec aussi qui peut se rajouter dessus, hein, qui fait qu'à chaque fois qu'on a eu l'habitude de tout masquer, hein, en termes. Donc, l'idée, effectivement, une des solutions, parce qu'il y en a plusieurs, hein, et c'est ce que j'utilise, hein, c'est de faire participer le mental, hein, pour lui dire, bah, écoute, t'as envie de prendre la main, et ben, je vais te la donner la main. Ok, prends-la. Dans le processus de régulation émotionnelle, peut-être qu'on reverra un petit peu, qu'on verra à la fin, pour bien le redire, hein, la partie où on laisse évoluer justement et où on est censé rester dans le corps, hein, et ce qui est très difficile justement pour un HP ou un hypersensible, c'est de rester dans le corps, et donc c'est de lui dire, bah, ton mental, vas-y, guide-moi, et donne-moi des ordres. Et ça va être le mental à ce moment-là qui va dire, laisse évoluer, laisse faire. Et le fait de lui donner la main comme ça, juste de lui dire, vas-y, tiens, t'as envie d'un truc, t'as envie de prendre la main, bah, vas-y, prends-la, et puis fais ça. Et globalement, ça va lui suffire, hein, ça peut lui suffire à dire, ok, j'ai quelque chose, et le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, vas-y, laisse évoluer. T'en es où? Laisse évoluer. Voilà. On lui donne la main, on lui donne une activité finalement. Il va la prendre sinon. Il prendra la main, donc autant lui donner dans le cadre du processus. Oui. D'en faire son allié, quoi. Oui, en Exactement. plus, je pense que la personne au potentiel, plus que n'importe quel autre, a encore besoin de bien comprendre le processus, comment ça se déroule. Parce qu'à partir du moment où il va comprendre l'utilité comment utiliser son besoin de contrôle là-dedans, eh ben, il va le faire avec plus de fluidité. Ça ne sera plus un combat, comme tu dis, en faire un allié, effectivement. Parce que c'est à partir du moment où j'utilise ma capacité à être différent, ben, pour résilier tout ce qui m'encombre,
ça devient plus aisé. Et aussi, justement, comme il y a beaucoup de perturbations émotionnelles, ça peut se faire aussi de façon concrète assez souvent. On peut apprendre à quelqu'un de haut potentiel à faire des résolutions rapides et souvent. Et toujours aller dans ce processus, oui, c'est moi qui me guide, je suis mon propre praticien, quoi, finalement. Dans le cadre de l'hypersensibilité, moi, parce que j'ai des clients au potentiel et des enfants hypersensibles qui viennent me voir au cabinet, j'ai aussi cette difficulté je ressens énormément de sensations dans mon corps. Comment je fais pour pouvoir dire quelle est la sensation vraiment qui est en lien avec la situation? Est-ce que par rapport à cette hypersensibilité-là, est-ce que c'est forcément une émotion ou une perturbation aussi? Voilà, il y a ça aussi qui peut se poser comme question dans l'hypersensibilité. Mélis, si vous voulez compléter. Non, j'attendais de voir si Nicolas allait réagir parce tout à qu'effectivement, fait. ces personnes qui ont des sensations tellement puissantes et tellement fortes et qui finalement, le mental leur permet, parce qu'il est très puissant chez eux, d'éviter ces sensations. Et moi, mon expérience, c'est quand ils régulent, ils sont extrêmement surpris par l'intensité des sensations. C'est peut-être pas pour rien qu'ils sont montés dans le mental parce que c'était très puissant. Donc peut-être aussi rassurer, c'est normal quoi, que les sensations peuvent paraître très fortes, surtout quand on a pris l'habitude de les éviter en permanence. Moi, Oui, utiliser les mains aussi comme on le fait souvent pour les enfants, parce que c'est une façon de déléguer la pensée aux mains, je dirais, pour être plus dans le corps. Ok. Moi, je reçois Peut-être un peu plus, Natacha, utiliser les mains pour quoi faire? À la place de dire ça fait quoi dans mon corps, je laisse ma main se poser là où il y a quelque chose qui vient. Parce que ça permet de déléguer une partie du mental, je dirais, parce que je vais chercher avec mon corps. Ça peut aider certaines personnes. Pas tout le monde, ce sont des astuces. Je trouve aussi que ça ajoute de la sécurité, surtout sur des personnes comme ça qui sont en saturation sensorielle. Des fois, le contact avec les mains, je trouve que ça sécurise en fait, même sensoriellement, de dire bah, j'ai ça là, et parce que ça peut vite en fait partir et être extrêmement exacerbé, et de pouvoir de dire ok, donc mon mental, je le mets à mon service et je suis là, je suis dedans moi, quoi, c'est bon. Je trouve que ça a cet effet-là aussi d'utiliser les mains. Ça sécurise vachement le déroulé quand les sensations sont très fortes, parce qu'on est en contact avec nous malgré tout, quoi. Oui, tout à fait. Et aussi bien expliquer qu'il va y avoir des sensations. Et que pour une fois, justement, s'il y a bien un moment donné où il faut les écouter et il ne faut pas justement arriver à les bloquer, parce qu'en temps normal, c'est très perturbant, il va y en avoir, et celles-là, elles vont être vraiment bonnes à écouter, hein. Et que le mental ne reprenne pas la main, comme dit Natacha, effectivement, expliquer, donner le mode d'emploi, parce que ce sont aussi des personnes qui ont besoin de comprendre, qui ont besoin de maîtriser, qui ont besoin de savoir, et qui, dès le départ, vont aussi se méfier, dire non, c'est bizarre ton truc, ça marche pas, enfin, j'en sais pas, moi, ça marche jamais de toute façon, parce que voilà. Donc, il y a ce besoin-là. Plus éventuellement on va en dire, hein, et plus on va donner la main et au mental et dire attention, il va se passer des choses, et les émotions, les sensations, pardon, elles vont être là, peut aussi aider à prévenir, justement. Ouais, moi, j'avais une question à poser par rapport aux parents d'enfants à haut potentiel, pour en avoir accompagné beaucoup. Leur point commun à tous, c'est que ce qui les faisait péter les plombs, c'est lorsqu'ils sentaient les parents en insécurité ou eux-mêmes en perturbation émotionnelle. Et l'autre point commun, c'est que c'est des parents qui arrivent épuisés, avec un parcours du combattant incroyable, avec beaucoup d'incompréhension de ce qu'ils vivent. Comment est-ce qu'ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment la résolution émotionnelle peut les aider à accompagner leur enfant? Alors, effectivement, ça va les aider eux surtout, et puis l'enfant, parce que déjà, eux, le fait de faire une régulation émotionnelle va leur permettre d'être déjà plus dans l'émotion, d'être beaucoup plus cohérent. Ça va permettre à l'enfant qui est énormément dans l'intuitivité et qui a besoin d'une plus grande stabilité affective, quand il est surtout plus petit, mais de trouver un parent en face de lui qui est cohérent. Et de ne pas sentir ce décalage encore plus important entre ce que lui ressent, entre ce que dit le parent, entre ce qu'il sent chez le parent se passer. Voilà. Tous ces décalages-là, les enfants en général sont des éponges et ils vont ressentir des choses. Les hypersensibles et au potentiel le ressentent encore plus. Donc déjà, si le parent est cohérent, si le parent est déjà pas dans l'émotion, ça va sécuriser beaucoup l'enfant, de toute façon. Oui.
Tu disais aussi que souvent, quand même, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Et que, moi, j'ai vu des parents qui avaient diagnostiqué l'enfant, mais qui ne se rendaient pas du tout compte que même, ou en tout cas un des deux parents pouvait être lui aussi au potentiel. Alors, c'est très très souvent le cas, effectivement, quand c'est pas les deux parents, mais il y a de fortes chances qu'il y ait un des parents, et pour peu qu'ils ne le sachent pas, non seulement ça peut, du coup, on multiplie hein, les facteurs et l'escalade, et puis surtout, le parent peut se reconnaître dans l'enfant sans forcément savoir pourquoi. Et du coup, oui, on a une espèce d'escalade d'émotions parce que le parent voit ce qui se passe chez l'enfant, il sait que ça lui parle chez lui quelque part, hein. Donc ça lui suscite de l'émotion, mais il veut pas forcément que l'enfant fasse les mêmes erreurs ou soit aussi malheureux quelque part. Donc, donc ça peut monter, ça peut monter. Donc c'est très intéressant de la régulation pour ça, pour calmer. Oui. Ouais, et quand il y a un des deux parents qui n'est pas HP, c'est très, très intéressant pour lui parce que ça lui permet de ne plus non plus se sentir coupable, de ne pas être aussi intelligent. Oui, alors aussi intelligent, disons différemment intelligent. J'aime autant, mais c'est ça, voilà. Et bon, déjà le fait de le savoir, ça permet d'apaiser aussi beaucoup parce que de se dire ok, c'est quelque part c'est normal. Voilà, on fonctionne pas pareil. Hein. L'enfant ressent des choses différemment. Vaut mieux lui dire les choses clairement parce que sinon il va sentir qu'il est décalé par rapport à ce qu'on dit. Donc effectivement, plus on va être apaisé, plus on va être serein, plus on va être fluide dans ce qu'on dit et moins on va mettre d'émotion dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait, hein, mieux ça se passera face à un enfant qui est au potentiel, bien sûr. Alors, Annelise, avec tous ces conseils, est-ce que tu peux tenter une régulation de nouveau sur ta perturbation? Oui, tout à fait. Bah déjà, merci pour tout ce que vous avez dit. J'ai tout noté, je vais tout relire vraiment pour que ça rentre dans ma tête et tout. Donc là, je me sens toujours stressée, donc c'est hyper fort au niveau du cœur. Je ferme les yeux, je vais mettre les mains comme vous avez dit, ça me prend la gorge. J'ai vraiment du mal à respirer. En plus, j'ai souvent ça, mais là, je sens que ça me prend encore plus fort. Là, dans les pieds, il ne se passe rien de spécial. Dans ma tête, il ne se passe rien de spécial. Je laisse évoluer, je laisse faire. Je laisse faire mes sensations. Voilà, ça bouge un peu, je laisse faire. Je vais aller voir un peu dans mes oreilles, qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial, je laisse faire. Dans ma tête, qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial, je laisse faire. Dans les pieds, ça va. Les genoux, ça va. Le cœur, ça commence à s'estomper. Là, je suis en train de descendre vers le ventre. Je laisse faire mes sensations. Là, je sens un petit truc dans le dos. Ça a bougé. Dis donc, je suis étonnée. Je laisse faire. OK, là, ça commence à diminuer. Je laisse faire. Waouh, ça a marché. Incroyable. Merci beaucoup. Donc, tous ces conseils vont permettre, j'espère, d'aider les personnes à haut potentiel ou les personnes vivant avec des personnes à haut potentiel, des enfants, des conjoints, etc. Alors, merci donc à toutes et merci particulièrement à Nicolas d'avoir été présent aujourd'hui. Demain, programme, je procrastine ou je remets tout à plus tard. Et entre nous soit dit, plus que 15 jours pour tout faire. Donc, rendez-vous à demain et portez-vous bien. Salut. Merci, au revoir.